Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur la série de webinaires Oracle Technology Data Week. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la troisième session dédiée Oracle Analytics et Machine Learning, prise de décision optimisée grâce à l'analyse augmentée et à l'IA. Je suis Flavie Chalon, chef de projet marketing chez Oracle France, et je suis ravie de vous accompagner sur cette session. Avant d'entrer dans le cœur du contenu, je souhaite vous rappeler que vous avez à disposition des formations sur Oracle University qui vous permettent de monter en compétences sur les sujets du data management ou de nos offres cloud. Autre proposition pour vous ce matin, c'est de rejoindre notre groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle, une communauté qui compte maintenant plus de 1000 membres. Ce groupe vous permet de recevoir l'actualité de nos technologies, de suivre le programme de nos prochains événements et également d'accéder au replay de cette série notamment. Il est possible d'accéder aux formations et au groupe LinkedIn en scannant les QR codes juste à l'écran ou en cliquant directement sur les liens qui vont vous être partagés dans le chat. Revenons maintenant sur le programme de la semaine. Mardi, nous avons commencé avec pourquoi la database 23i est la plateforme idéale pour vos projets data IA. Hier, nous avons également vu déployer vos bases de données Oracle, quel que soit votre cloud. Et demain, nous aurons une session low-code et assistant IA, faciliter et accélérer vos développements d'applications avec Oracle Apex. Vous pourrez bientôt retrouver toutes ces sessions en replay. Il est temps de rentrer dans le concret de cette troisième session. Je le rappelle pour ceux qui se joignent à nous, la thématique est Oracle Analytics et Machine Learning, prise de décision optimisée grâce à l'analyse augmentée et à l'IA. Nos experts sont à votre disposition durant la prochaine heure, donc n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&A de Zoom pour nous faire parvenir vos questions, doutes ou réactions. La slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui seront traités aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et ce matin, on aura donc avec nous Audrey Deloup, Cloud Engineer Database Platform Oracle France, Patrice François, responsable du pôle architecture et expertise IT de la SNCF. Encore un grand merci à Patrice d'être présent avec nous sur ce webinaire. Et Sabrina Jadi, Cloud Engineer Database Platform Oracle France. Sabrina, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci Flavie. Alors, pour ce webinaire, on a voulu commencer par le positionnement d'Oracle sur le marché de l'analytics. Donc, en 2025, Oracle a été nommé leader pour la deuxième année consécutive dans le Magic Quadrant du Gartner pour les plateformes analytics et de business intelligence. Alors, ce qu'on a pu remarquer au niveau de cette analyse, c'est l'évolution d'Oracle sur l'axe de complétude de vision. Donc, pourquoi? Parce que Oracle a décidé de mettre l'accent sur l'IA, notamment avec des outils tels que l'Oracle Analytics AI Assistant qui va nous permettre d'interroger nos données en langage naturel pour pouvoir générer des visualisations pardon, et les raffiner. Mais on a aussi voilà, les insights contextuels à partir d'une visualisation pour aider à découvrir des tendances et à comprendre les données sans avoir à les explorer manuellement. Et aussi plein d'autres fonctionnalités qui vont nous permettre de transformer les données en décisions rapides, personnalisées et stratégiques. Donc tout cela confirme la place d'Oracle en tant que moteur d'innovation dans l'analytics. Alors juste pour dire quelques mots sur Oracle Analytics Cloud ou OAC. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que OAC, c'est une plateforme complète qui va permettre de répondre à toutes les étapes du workflow analytics. Donc, ça va me permettre de me connecter à mes données, ça va me permettre aussi de faire la préparation et la modélisation des données, l'analyse, jusqu'à la collaboration. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est les trois grands piliers sur lesquels se base OAC. Donc, le premier pilier, c'est le Governed Analytics. Dans ce pilier-là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment tout ce qui va caractériser la business intelligence traditionnelle. Donc, on va retrouver les rapports, les dashboards, mais aussi et surtout donc, les modèles sémantiques qui vont nous permettre d'avoir des analyses qui sont fiables, sécurisées et surtout basées sur des données qui sont validées par l'organisation. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le Self-Service Analytics. Dans celui-là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment des fonctionnalités qui vont nous permettre de donner la liberté aux utilisateurs de pouvoir créer eux-mêmes leurs propres analyses et leurs propres visualisations sans avoir à dépendre de l'IT.
Ensuite, le dernier pilier, c'est l'Augmented Analytics. Donc, sur ce pilier-là, ce qu'on va retrouver, c'est vraiment une intégration d'intelligence artificielle et de machine learning pour en fait assister les utilisateurs sur toutes les étapes du workflow. Donc, aussi bien donc sur la partie préparation grâce à la génération automatique de recommandations, mais aussi une génération aussi des insights, des prévisions, etc. Alors, ce qui fait la force d'Oracle Analytics Cloud, c'est que c'est une plateforme qui s'adresse à tous les profils qu'on pourrait retrouver dans une organisation. Donc, aussi bien un dirigeant qui va avoir besoin d'une vision donc stratégique de ces données, qu'un analyste qui va avoir besoin d'explorer ces données, ou bien un utilisateur métier ou un collaborateur opérationnel qui, lui, va plutôt avoir besoin de répondre à des questions au quotidien assez rapidement. Alors, pour illustrer concrètement ce que va nous permettre de faire OAC, je vais plutôt me mettre pour la démo dans la peau d'un citizen data scientist. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas du tout utiliser de lignes de code, on va rien coder du tout, mais on va plutôt utiliser tout ce qu'il y a comme fonctionnalité dans la partie Augmented Analytics. Pourquoi? Pour pouvoir comprendre les données et en extraire de la valeur rapidement. Alors, première étape, je vais devoir aller chercher ma donnée, où est-ce qu'elle se trouve. Donc, sur OAC, ce qui est possible de faire, c'est de créer des connexions vers n'importe quelle source de données. Donc, en créant une connexion, je vais avoir la possibilité d'utiliser l'un des 40 connecteurs natifs qu'on a à disposition, qui sont prêts à l'emploi, qui vont me permettre de me connecter à des sources Oracle ou non Oracle, dans le cloud ou pas, ou sinon, je vais aussi avoir à disposition un driver JDBC. Et par contre, pour notre démo, disons que j'ai un fichier CSV dans lequel j'ai mes données de vente, donc un jeu de données fictifs de vente, et que je veux explorer tout ça rapidement. Donc, sur Oracle Analytics Cloud, je vais pouvoir plutôt créer un dataset. En créant le dataset, je vais juste faire un drag and drop de mon fichier CSV ou Excel. Et c'est ce drag and drop qui va me permettre de charger mes données. Une fois que j'ai chargé mes données, je vais pouvoir, si j'en ai l'envie, croiser ces données-là avec d'autres fichiers ou d'autres connexions. Donc, je vais commencer mon étape de préparation de données. Pour cela, je vais utiliser le data profiling qui va me permettre de vérifier la qualité de mes données en un clin d'œil. Et donc là, par exemple, sur la partie, la colonne City, je vois que j'ai des valeurs qui ne sont pas valides. Donc à ce moment-là, je peux cliquer sur la partie rouge pour sélectionner ces valeurs qui ne sont pas valides et pouvoir les modifier directement. Donc une fois que je modifie, je vais avoir une étape qui s'ajoute sur la partie gauche de l'écran que vous voyez, qui est le script qui va s'exécuter à chaque fois que l'on va utiliser le dataset. Ensuite, dans le product category, je vais homogénéiser tout ça en mettant une majuscule au niveau du début de chaque phrase. Alors, ensuite, je vais continuer à faire mon petit tour pour voir quels sont les éléments à modifier. Et là, je vois que j'ai donc le profit. Donc, c'est bien une mesure, mais je veux mettre donc une devise. Donc, pour moi, c'est en dollars et j'ai bien deux décimales, donc c'est parfait. Et donc, on continue notre petit tour en vérifiant ce qui se passe au niveau du data profiling et je tombe sur donc, le ship month qui est tagué en tant que mesure. Pour moi, ce n'est pas ça, c'est un attribut. Donc, je vais pouvoir le modifier directement au niveau des paramètres. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que OAC va me permettre aussi donc, d'utiliser des recommandations. Donc, ce sont les fameuses recommandations qui sont générées automatiquement et qui vont permettre d'enrichir mes données. Donc là, je peux les afficher donc en entier ou bien afficher donc colonne par colonne. Donc là, le système a détecté un numéro de carte de crédit, c'est une donnée sensible, il va me proposer de la masquer, ce que je vais accepter de faire. Donc, une fois ma partie de préparation finie, je vais pouvoir immédiatement créer un workbook.
Donc, si je clique sur Create Workbook et que je ne sais pas par où commencer, je vais avoir à disposition une fonctionnalité qui s'appelle Auto Insight. Et donc, Auto Insight, c'est une fonctionnalité qui va me permettre, en fait, qui va scanner tout le dataset et qui va me générer des insights, donc des visualisations donc, que je pourrais utiliser au niveau de mon workbook. Chaque visualisation est accompagnée d'une description. Et si j'en trouve une qui m'intéresse, je peux cliquer sur le petit plus pour pouvoir l'ajouter. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité, elle est configurable. Donc, je vais pouvoir aller modifier la configuration en spécifiant en tout cas tous les types de visualisation que je veux intégrer ou pas dans cette fonctionnalité. Mais ce qui est aussi génial, c'est que je vais pouvoir aussi déterminer, en tout cas identifier les mesures ou les attributs que je vais vouloir intégrer dans cette fonctionnalité. Une fois que j'ai fini, je vais pouvoir replier cet onglet en cliquant sur la petite ampoule. Alors, si je veux aller encore plus loin dans mon exploration de mes données, je vais pouvoir utiliser un outil d'analyse qui est automatisé, qui est basé sur du machine learning et qui s'appelle Explain. Donc, je vais pouvoir soit l'utiliser sur une mesure, soit sur un attribut. Alors, ce qui va me permettre de faire, c'est voir rapidement ce qui influe le plus sur mes données et découvrir les tendances cachées. Donc ici, je veux aller expliquer ce qui arrive en tout cas sur mes données de vente. Donc je vais cliquer, faire un clic droit sur Sales et je vais afficher la fonctionnalité d'Explain. Je vais voir qu'il y a 4 catégories d'insights. Donc la première, ce sont des faits de base, en tout cas un aperçu qui est global des données de vente. Le deuxième, c'est plutôt des facteurs clés. En tout cas, ce sont les variables qui influencent le plus les ventes, donc soit à la hausse ou à la baisse. La troisième catégorie, ça va être la segmentation de mes données en sous-ensembles, où les ventes sont particulièrement fortes ou particulièrement faibles. Et ce qui est top, en fait, c'est que ça va aussi nous permettre de comprendre pourquoi. Et enfin, on peut identifier les anomalies, donc c'est-à-dire déterminer, en tout cas voir les comportements anormaux ou les événements inhabituels dans les données de vente. Donc, tout comme l'auto-insight, je vais pouvoir donc sélectionner tous les éléments ou tous les visuels qui vont m'intéresser dans mon analyse en les cochant. Donc, une fois que j'ai sélectionné, je peux cliquer sur Add Selected pour pouvoir les ajouter directement sur mon workbook. Donc tout ça s'affiche sur un nouveau canevas que je peux modifier si besoin. Voilà, je laisse maintenant la parole à Audrey. Bonjour, merci beaucoup Sabrina. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'Oracle Machine Learning. Déjà la base de données convergée. Vous avez dû entendre parler de la base de données convergée avec Oracle si vous avez suivi notre atelier de mardi ou même d'autres présentations, puisque c'est vraiment une force de la base de données qu'on met en avant. Qu'est-ce qu'une base de données convergée? C'est la capacité à gérer au sein du même environnement tous les types de data pour servir différents use cases, que ce soit des use cases décisionnels, des use cases de prod, des use cases temps réel, des use cases batch, des use cases unitaires. Et donc, quand on parle de type de données, on parle de quoi? Ben, on parle de données relationnelles classiques, on parle de JSON, on parle de données XML, mais également avec la 23AI, on parle de données vecteurs, de données spatiales, de données graphes. Donc, vous imaginez en fait quelle valeur, toute cette valeur que ça va avoir pour justement des process de machine learning et d'IA de disposer de toute cette donnée au sein d'un même environnement. Euh, une fois que cette donnée elle est à disposition, euh, le problème, ça serait de sortir en fait cette donnée pour la mettre à disposition dans un outil tierce, puisque disposer de cette donnée sur un environnement scalable, performant, sécurisé et gouverné, voilà, ça serait dommage de s'en passer. La proposition d'Oracle Machine Learning, c'est de dire, ben, je vais déplacer les algorithmes au plus près des datas et pas les datas vers les algorithmes. Donc, je garde mes données au sein de la base de données et je vais pouvoir utiliser en effet toute cette puissance, cette fonctionnalité, cette scalabilité et la sécurité. Donc, en effet, Oracle Machine Learning, ça va être quoi? C'est vraiment une plateforme.
de machine learning qui va être complètement intégré à la base Oracle et qui va garantir performance, sécurité, scalabilité. C'est quoi? C'est plus de 30 algorithmes qui ont été développés nativement dans la base de données. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui existe quand même, je tiens à le souligner, depuis quelques temps, et donc des algorithmes qui vont s'exécuter au plus près de la donnée et qui vont permettre de leverager tout le parallélisme et la scalabilité de la base. En termes de langage, eh bien, on dispose d'API SQL, R et Python. Qu'est-ce que ça permet d'éviter? Vous le voyez tout de suite, ça permet d'éviter la sortie de données. Donc, en termes de, je l'ai déjà dit, mais de gouvernance et de sécurité, mais également, ça permet de travailler toujours sur des données temps réel, en tout cas d'être connecté aux données de production. En termes d'interaction avec les autres solutions Oracle, bien entendu, on va retrouver le lien avec OAC que nous a présenté Sabrina juste avant. Et donc, ça fait le lien entre nos deux présentations, puisque OAC va déléguer en fait ses requêtes à la base de données, va pouvoir utiliser également les modèles qui seront développés dans OML, etc. Donc, on a une vraie interaction entre ces deux solutions. Alors, on parle de plateforme de machine learning, puisque, en effet, si on prend le cycle de vie analytique, on définit un business, enfin, une problématique métier. On a les datas, donc en effet, ce qui est le cas quand on a la base de données Oracle, on a les datas à disposition, quel que soit leur type. On a ensuite à explorer la donnée qu'on va faire avec OSC, et puis tout après, toutes les étapes suivantes, de la préparation jusqu'à la modélisation, le monitoring, le déploiement du modèle, ça va être géré dans Oracle Machine Learning, et c'est ce que je vais vous présenter juste après. En termes de use case, eh bien, vous le voyez, on dessert des use cases qui sont, somme toute, assez classiques, mais toujours d'actualité aujourd'hui, bien entendu. Des use cases de classification, de régression, donc prédiction de valeur client, de l'appétence, par exemple, à un produit, à une offre, des règles d'association. Voilà, tout un tas d'algorithmes, enfin, de problématiques métiers qu'on va pouvoir adresser avec Oracle Machine Learning. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, plusieurs moyens, plusieurs façons en fait d'utiliser Oracle Machine Learning. Donc déjà via l'API SQL. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va, par exemple, s'adresser à des utilisateurs qui ne sont pas codeurs Python ou R et qui sont plutôt habitués à utiliser le SQL. Comme vous le voyez en fait sur le schéma de droite, l'API SQL, elle est disponible autant sur le cloud que sur la database on-prem. Vous pouvez y accéder via SQL Developer et Oracle a mis à disposition également des notebooks complètement gérés avec l'Autonomous Database. Comment est-ce que ça s'appelle? En fait, comment on appelle ces algorithmes à travers l'API SQL? Vous le voyez à travers 3 packages, des BMS Data Mining, des BMS Data Mining Transform et des BMS Predictive Analytics. Je donnerai un exemple juste après. Je vous parlais du notebook. Donc, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous démarrez une instance Autonomous Dataware, donc je le rappelle, c'est vraiment une base de données qui se gère toute seule, qui s'automatise, qui se patch, qui est sécurisée, qui va vraiment permettre de servir justement vos workloads analytiques d'IA, de ML, eh bien, vous avez la capacité à créer des notebooks qui sont complètement managés dans la base. Et grâce à un système d'interpréteurs, donc que ce soit du SQL, du Python, du R, du Conda, etc., vous allez pouvoir, comme ça, écrire vos scripts et mélanger en fait vos instructions SQL, vos instructions R, Python, au sein de ces notebooks. Donc, si vous disposez, par exemple, de notebooks qui ont été créés par ailleurs sur Zeppelin ou Jupyter, vous avez la capacité, bien entendu, de récupérer ces notebooks pour les intégrer directement à l'Autonomous. En termes d'algorithmie, eh bien, on a pas mal d'algorithmes à disposition et bien sûr, on a tendance, les équipes de développement sont toujours en train de développer de nouveaux algorithmes, mais vous voyez qu'on dessert une grosse partie des algorithmes qui sont utilisés classiquement dans les problématiques de machine learning, comme par exemple les SVM, le XGBoost, les Random Forest, etc. En termes d'instruction, comment est-ce que j'utilise finalement cette API SQL de manière très simple? Il y a une documentation qui est très bien faite sur le site d'Oracle. Donc, on définit un certain nombre de paramètres. Comme on le voit ici, on a une setting list. Donc, ici, on va utiliser un algo support vector machine. Et puis derrière, on utilise donc le package des BMS Data Mining avec la procédure, par exemple, create model. Donc, on a plein de procédures à disposition
dans ce package, comme apply model, comme le calcul de courbe de lift, de calcul de courbe voilà, tout un tas d'indicateurs de performance. Donc, on va donner par exemple un nom au modèle, la table qu'on va utiliser en entrée, la variable qu'on souhaite prédire et la table de paramètres. Et derrière, il y a tout un algorithme développé qui a été parallélisé, qui va s'exécuter sur les nœuds de la base au plus près des datas. Donc, j'ai mes données à disposition dans la base, je pousse l'algorithme, enfin, l'algorithme est à disposition dans la base, il s'exécute dans la base et je récupère directement le résultat dans la base. OK, donc vraiment une utilisation très simple. Si je parle maintenant de tout ce qui est API R et Python, bien, de la même manière, en fait, je vais pouvoir utiliser, enfin surtout vous, allez pouvoir utiliser en fait ces API R et Python sur l'on-prem, bien sûr, et également dans le cloud, que ce soit sur un Exadata ou sur un Autonomous. Et encore une fois, hein, cette partie notebook est présente au niveau de l'Autonomous. Alors, plusieurs façons de fonctionner avec les API Python et R. On a déjà la capacité d'utiliser une transparency layer, donc une couche, si je peux le dire comme ça, de mapping entre des instructions Python R et du SQL. Donc, on a tout un tas d'instructions hein, qui ont été mappées, qui permettent en fait de coder comme si vous codiez en R et en Python habituellement, et ça va retranscrire ces instructions en SQL. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser, à travers des instructions, on le verra juste après, hein, d'utiliser les algorithmes qu'on peut appeler avec l'API SQL. Donc, les algorithmes qui ont été parallélisés et développés dans la base de données. La troisième façon, c'est d'utiliser des third-party packages, donc vos propres packages, et les intégrer dans des fonctions. La quatrième façon, c'est d'utiliser des environnements Conda. Et la cinquième façon, c'est d'utiliser une interface d'AutoML graphique qui va vous permettre justement de développer, de réaliser l'apprentissage de modèles de machine learning, de choisir le meilleur modèle facilement. Donc simplement, si je détaille, enfin je détaillerai juste après, juste pour vous montrer un peu l'impact en fait sur la performance et la scalabilité d'exécuter des modèles sur des nœuds. Donc là, on a pris du R. Donc déjà, on gagne en temps de sortie de données, puisqu'on n'a pas à sortir les données, c'est les algorithmes qui vont vers les données et pas les données vers les algorithmes. Donc là, on a des statistiques sur un jeu de données de 184 millions de records et 31 prédicteurs. Et vous le voyez qu'en fonction du nombre de threads qu'on va utiliser, eh bien, on a vraiment un gain évident. Donc, vous imaginez aujourd'hui, avec les volumétries de données qu'on a et le nombre de variables explicatives qu'on a, le gain que ça peut apporter. Donc, par exemple, ici, hein, sur 128 threads, on est 153 fois plus rapide que si on avait une exécution sur un poste en local ou sur un thread. Alors, en termes de... Donc, je vous parlais des 5 façons d'exécuter du R et du Python. Donc, première étape, donc, certaines instructions qui sont mappées. Comme vous voyez ici, je suis codeur, par exemple, Python. J'importe la librairie OML. J'exécute l'instruction cross-tab. Et ben derrière, ça va me faire juste un count group by. Et donc, comme ça, on a dans la documentation, vous verrez, on a pas mal d'instructions qui sont mappées, qui permettent de retranscrire du R ou du Python en SQL. La deuxième façon, c'est, comme vous l'avez vu tout à l'heure, d'utiliser la procédure des BMS data mining, mais au sein d'un code Python cette fois-ci, ou d'un code R. Donc simplement, je vais appeler un kernel qui va être précisément l'algorithme qui a été développé in database. La troisième façon, ça va être justement d'utiliser l'embedded d'exécution. Donc c'est la capacité, par exemple ici, qu'on a d'utiliser un package scikit-learn au sein d'une fonction. Cette fonction, on pourra ensuite l'utiliser dans du code SQL, dans du code Python, comme si c'était un objet fonction natif, et bien sûr le déployer sur des applications externes. Donc on n'est pas limité en fait à des instructions qui sont prises en charge nativement par la transparency layer ou par les modèles qui sont déployés en base. La quatrième façon, c'est de déployer des environnements Conda. Donc, comme vous le voyez ici, typiquement, on a déployé un environnement Conda, on a téléchargé. Vous le voyez, j'ai tout un tas de packages. Donc là, j'ai juste un extract, tout un tas de packages qui sont à disposition et qui vont derrière me permettre d'utiliser, hein, de coder comme vous codez aujourd'hui grâce à un interpréteur en Python. OK? Et donc, on peut également déployer, encapsuler tous ces scripts et les mettre dans un script repository pour les utiliser par ailleurs.
Et enfin, la dernière façon, on en parlera juste après, c'est dans la démonstration, c'est la capacité à réaliser des modèles d'EML directement via une interface graphique. Donc cette interface, elle va me simplifier vraiment le travail, puisqu'elle va me permettre juste de spécifier un certain nombre de choses, et de manière automatique, ça va choisir le meilleur algorithme, les features, les features qui sont les plus déterminantes pour expliquer le phénomène seront sélectionnées, et puis le tuning du modèle sera complètement automatisé. Et en sortie, bah, je récupère un objet modèle ainsi qu'un ensemble d'indicateurs de performance de mes modèles, bien entendu. On le verra dans la suite de la présentation. Enfin, pour finir sur cette partie d'OML Services, donc on a vu la capacité à les adresser, à exécuter du ML avec du SQL, du R, du Python. On a bien sûr des services qui vont nous permettre de monitorer des modèles, par exemple. On a des services un service qui va nous permettre de stocker des scripts, de stocker des modèles avec des versions. On a la capacité, bien sûr, à déployer des modèles dans la base de données, de les déployer aussi en format Onyx. Et on a la capacité à intégrer des modèles externes, bring your own model, directement au sein de la base de données. Et c'est ce qu'on va voir juste après dans la démonstration. En termes de workflow, de déploiement, hein, vous le voyez, imaginons que je travaille sur un environnement autonomous, par exemple, j'utilise un notebook, je vais pouvoir déployer mes modèles grâce aux OML Services, via des API REST. Donc, je vais pouvoir récupérer, par exemple, dans une application Apex ou dans Oracle Analytics Cloud, et là, ça fait le lien avec la présentation de Sabrina, mais également desservir des applications externes qui feront appel à ces API. Donc, que ce modèle a été développé en SQL, en Python ou en R. Donc, si on récapitule un petit peu ce qu'on vient de se dire, hein, vous le voyez qu'en fait, OML, c'est vraiment une plateforme de machine learning. C'est pas juste une phase du process de ML. On gère l'ensemble du process de la data, puisqu'on a cette donnée à disposition, ou au moins on peut y accéder à travers la base de données. On explore les données grâce à OAC qui va déléguer ses requêtes dans la base de données. On va préparer nos données grâce aux API SQL, Python ou R. On va pouvoir faire l'apprentissage de nos modèles, soit en code, soit à travers l'interface. On va récupérer tout un tas d'indicateurs de performance et on va pouvoir tester nos modèles. On va ensuite pouvoir déployer nos modèles en SQL ou via des API REST. Hein, et puis, on va pouvoir monitorer la performance de nos modèles au sein de la plateforme. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, la boucle est bouclée. Pour la suite de la démo, donc je vous ai fait, alors on ne pouvait pas réaliser de vraies démos, donc j'ai fait des screenshots, ça me permet de passer du temps sur les écrans en fonction des besoins. Donc déjà, la première étape, ça a été de démarrer une instance Autonomous. Donc vous le voyez, ça se fait, ça se fait de manière immédiate et très simple. La deuxième étape, c'est d'allouer un certain nombre de CPU, en fait, d'une puissance à la partie OML, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir distinguer la puissance qu'on alloue à la base et la puissance qu'on va allouer à la partie Oracle Machine Learning. Donc, en fait, les process d'OML utiliseront la puissance d'Oracle Machine Learning. Donc, on n'a pas besoin de sizer une base avec beaucoup de CPU pour traiter les problématiques d'Oracle Machine Learning qui sont traitées par ailleurs sur ces eCPU. J'y accède donc à la partie Oracle Machine Learning, vous le voyez à travers les outils de développement, et j'arrive ensuite sur une interface qui va me permettre de créer des notebooks, de créer des expérimentations d'auto-ML et d'accéder aussi à tout un tas d'exemples qui sont à disposition. Donc, vous avez la capacité à récupérer, alors il y en a énormément, hein, des notebooks avec des exemples de code en SQL, en R et en Python pour servir différents use cases métiers. Alors, pour l'exemple de ma démo, je suis partie sur justement une expérimentation qu'on a fait à la SNCF dont Patrice vous parlera juste après. Donc l'objectif, c'est de prédire la clé comptable. On a procédé par étapes. Donc déjà, première étape, c'était l'étape 0, c'est l'exploration de données avec OAC. De cette exploration de données, on a ressorti, on a dégagé on a sélectionné des variables qui étaient pertinentes. On a écarté des variables pour lesquelles il y avait beaucoup de valeurs manquantes, etc. Donc, on a fait un premier tri, en fait, sur la donnée.
La première étape de modélisation, ça a été d'utiliser l'AutoML, donc cette interface graphique qui nous a permis justement de sélectionner les meilleurs modèles. Dans cette étape, dans cette table d'apprentissage, il y avait des champs texte. Donc la deuxième étape, on le verra après, ça a été d'importer un modèle au format Onyx justement pour gérer ces champs texte et les convertir en vecteurs. La troisième étape, ça a été d'exécuter un SVM qui était le meilleur modèle qui a été retenu, et ensuite d'appliquer ce modèle et de regarder la performance du modèle. Donc voilà la première étape, donc l'AutoML. On commence à se, vous voyez cette interface, hein, comment ça se présente. On donne un nom à l'expérimentation. Donc, nous, on avait pas mal de variables à prédire. Donc, ici, je me base par exemple sur une variable qui s'appelle le compte. Donc, je spécifie la table en entrée, je spécifie la variable à prédire, l'identifiant de la ligne. Les variables qui sont en dessous sont toutes celles qui sont présentes dans le jeu de données. Donc, j'exclus ou pas les variables que je souhaite garder en variable explicative. Je peux spécifier un certain nombre d'algorithmes à tester et sur quels critères de performance, d'accuracy, je vais pouvoir sélectionner les modèles. Et donc, on lance ensuite l'exécution du process. On récupère en sortie donc les algorithmes qui ont été estimés avec tout un tas d'indicateurs de performance. Et quand je clique, bien entendu, sur chaque modèle, j'ai la capacité à regarder les variables qui sont pertinentes pour expliquer le phénomène dans ce modèle, un certain nombre d'indicateurs de performance comme une matrice de classification. Et bien sûr, j'ai la capacité de déployer ce modèle s'il me convient. Alors derrière, on peut bien entendu, alors c'est pas une boîte noire, on récupère les notebooks, hein, c'est du Python qui est exécuté derrière. Donc on a la capacité à récupérer pour chaque étape la sélection de variables, la sélection de modèles et le tuning d'hyperparamètres, ce qui a été fait en Python. Donc on a vu ici typiquement hein, ce qu'on voit sur cet écran, c'est que le SVM est le meilleur modèle. Donc on s'est dit, ben, on va partir sur ce SVM. En amont de l'exécution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des embeddings, donc on va créer des vecteurs, on va vectoriser les champs texte pour pouvoir ensuite les utiliser nativement dans les modèles. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé un modèle au format Onyx qui était disponible sur Hugging Face. Je l'ai mis à disposition dans l'Object Storage. Et grâce à cette procédure, une procédure DBMS Cloud, j'ai pu importer le modèle au format Onyx directement dans ma base de données pour vectoriser la data. Comment j'utilise ce modèle? Donc ici, je lui donne un nom. Et vous le voyez, simplement, j'appelle en fait ce modèle de manière très simple avec une instruction SQL hein, qui s'appelle Vector Embeddings. Je donne le nom du modèle et la colonne à laquelle ça s'applique. Donc, de manière très simple, comme ça, je peux vectoriser mes champs description. Et vous le voyez, j'obtiens un champ ici, un champ vecteur à la place d'un champ description. La troisième étape, ça a été l'estimation du modèle. Donc, une fois que j'ai ma table en entrée avec mes champs vectorisés, eh bien, j'utilise, ici, j'ai utilisé l'API SQL avec tout un tas de paramètres en entrée et l'utilisation d'un modèle de SVM. Donc, vous pourrez récupérer les slides. Hein, je ne vais pas passer en détail sur l'ensemble du script, mais vous voyez qu'en quelques lignes, je demande l'apprentissage du modèle sur une base de données en entrée en utilisant l'API SQL. Ce qu'il faut savoir, c'est que la variable à prédire avait 79 modalités. Et on va le voir par la suite que l'utilisation en fait des vecteurs a permis nettement d'augmenter la performance du modèle. L'application du modèle, elle se fait en une seule ligne avec un apply modèle. Et puis, en sortie, on récupère pour chaque ligne, bien sûr, la probabilité, la prédiction, bien sûr, la modalité de prédite et la prédiction et la probabilité. En sortie, on peut ici, bien entendu, récupérer des indicateurs de performance. Donc ici, on demande une matrice de classification et on voit que la matrice de classification, elle nous apporte une performance extrêmement satisfaisante de près de 84%, qui est nettement au-dessus de ce qu'on avait au départ sans la vectorisation. Voilà. Et donc là, on voit en effet l'actuel versus le prédit avec le nombre d'observations. Et donc, pour parler précisément de ce cas concret, je laisse la parole à Patrice. Bonjour à tous. Eh bien, merci Audrey pour ce beau discours. Donc, nous allons voir, nous, de notre côté, comment à la SNCF, et comment nous avons réussi à marier un petit peu toutes ces deux technologies, hein, OAC et OML. Donc, nous allons commencer par voir comment la SNCF obtient ses indicateurs ERP en temps réel.
Voilà, donc en fait, notre sujet, notre besoin et notre solution, c'était de remédier à l'obsolescence des technologies et adapter les indicateurs à nos besoins métiers. Et pour ça, on avait quatre types de besoins principaux en termes d'indicateurs et de restitution, avec des besoins opérationnels standards, des analyses préformatées. Donc, on met à disposition donc rien de plus classique que ce qui est fait dans pas mal d'entreprises. Mais ce qui était intéressant, c'est surtout de donner un accès générique aux données structurées, donc, apporter la donnée aux utilisateurs et à nos utilisateurs métiers pour qu'ils puissent la manipuler comme bon leur semblait et qu'ils puissent l'agréger comme bon leur semblait et donner un accès aux données archivées également. Donc, sur le bas du slide, vous voyez un petit peu l'architecture qui a été mise en place. En fait, l'ERP est intégralement dans le monde OCI. Donc, il a été monté en 2020 sous OCI et donc toute notre plateforme est sur le cloud Oracle. Et donc, en fait, d'une contrainte que OCI nous a apportée, on en a fait une force, c'est-à-dire qu'on a deux environnements, un environnement actif et un environnement passif. Et tous les trimestres, on bascule de l'environnement actif vers l'environnement passif. Et cet environnement, on a décidé de se servir de l'environnement passif pour plugger en direct un environnement Oracle Analytics Cloud sur notre base de standby qui nous permet de faire la création et d'avoir des indicateurs en temps réel. Donc, pour ce faire, on a été obligé de créer un certain nombre de modèles sémantiques, de recréer des modèles sémantiques au niveau d'Oracle Analytics Cloud pour pouvoir accéder à la donnée et agréger la donnée et donner ces agrégats à nos utilisateurs. En termes de stratégie de modernisation sur notre environnement, le projet a démarré en novembre 2023, donc avec une équipe dédiée, deux experts internes et quatre consultants externes qui nous ont accompagnés sur cette démarche. En juillet 2024, on a eu une première phase complétée en un peu plus de 8 mois avec un reporting financier opérationnel et des indicateurs, on va dire, modernes. Et ça nous a permis de dépoussiérer un petit peu nos indicateurs qui étaient à l'origine à J+1, c'est-à-dire qu'on avait des indicateurs avec un décalage d'une trentaine ou une quarantaine d'heures. Et en juin 2025, on a pu déployer de manière progressive d'autres indicateurs, donc portefeuille projet, achat, compta, paye, fournisseur. En termes de transformation des processus, qu'est-ce que ça nous a apporté? Très simplement, on avait une clôture mensuelle où on avait 5 jours stressants, des astreintes de jour et de nuit pour surveiller les traitements d'alimentation de notre système décisionnel, donc des grosses chaînes de batch qui tournaient la nuit, qui étaient commencées à devenir obsolètes, donc il fallait surveiller jour et nuit pour être sûr que les indicateurs soient à disposition pour les contrôleurs de gestion et pour que la clôture comptable puisse se faire correctement. On a gagné en temps, c'est-à-dire que maintenant, on est à 3 jours optimisés sans astreinte. C'est-à-dire que les gens peuvent dormir et c'est quand même beaucoup plus confortable. Un accès aux données qui est vraiment temps réel, donc une écriture qui est imputée, 10 minutes après, vous la retrouvez sous OAC et vous la voyez dans vos indicateurs. Et un reporting, donc avec des états immuables préfabriqués versus ce qu'on avait avant, versus un reporting interactif que les utilisateurs peuvent moduler et travailler avec tous les outils que vous a montré Sabrina tout à l'heure dans la démonstration d'OAC. Donc, en termes de périmètre fonctionnel déployé, très simplement, donc on a déployé des indicateurs sur la compta gênée et analytique, les auxiliaires fournisseurs, la gestion de projet, les auxiliaires RH, auxiliaires clients et accès aux données de référentiel. Ce qui était important pour nous, c'est de centraliser un petit peu toutes ces données de référentiel à un seul et même endroit et de ne pas les multiplier comme on l'avait à l'origine chez nous, et surtout gérer la sécurité à un seul endroit. Profiter de l'ERP, de la sécurité de l'ERP et de l'accès aux données de l'ERP pour pouvoir en bénéficier au niveau d'Oracle Analytics Cloud. Donc, comme je le disais, on a pu s'ouvrir sur un système d'accès moderne aux données finances, donc avec une simplification de l'architecture applicative qui est grandement simplifiée. On verra d'ailleurs tout à l'heure les impacts technologiques et ce que ça a occasionné chez nous. La réduction de la redondance des données, surtout ce qui était important pour nous, c'était quelque chose d'obligatoire au niveau de notre direction et un imposé sur ce projet, c'était d'éviter de redonder la donnée et donc gagner en charge de calcul de cette donnée. Un impact RSE positif, parce que ça nous a permis aussi d'éliminer un certain nombre de systèmes obsolètes et d'éliminer une certaine puissance de calcul et un certain nombre de machines de notre environnement. Et donc, on a gagné en robustesse et scalabilité. Donc, ça, c'est vraiment très, très important, sachant que les systèmes OAC peuvent se modifier, on va dire, à la volée. C'est transparent pour les utilisateurs. Et ça, c'était aussi très important pour nous pour gérer la montée en charge en termes de connexion et d'accès à la donnée.
une facilité de prise en main des métiers au niveau de notre SI. Hein. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important parce que nos SI étaient habitués à certains types de reporting préformatés, pré-câblés. Ils mettaient à peu près un quart d'heure à sortir un état. Là, maintenant, c'est instantané et ils peuvent moduler. On leur met à disposition des modèles hein, pour certains utilisateurs qui s'en contentent très bien, mais d'autres utilisateurs ont besoin d'aller un peu plus loin avec les données. Et donc, le fait d'utiliser OAC, ils peuvent créer leur propre workbook et avoir accès ou créer leur propre report. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on a réduit énormément le coût de possession du SI et on apporte de la valeur importante pour notre métier, ce qui était très très utile pour nous et très important au niveau de la SNCF. Quelques exemples, hein. Donc là je vous ai mis deux screenshots hein, parce que malheureusement je ne peux pas me connecter pour des raisons de confidentialité et d'accès à la donnée. Je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais voilà un petit peu. Donc il n'y a rien de révolutionnaire pour l'instant, mais voilà, l'idée c'est qu'on a déjà notre reporting, on a un certain nombre de filtres à disposition, on a un certain nombre de choses qui facilitent grandement la vie de nos utilisateurs et de nos contrôleurs de gestion lors des clôtures comptables. L'impact technologique, donc pour revenir sur l'impact technologique, qu'est-ce que ça a apporté? Les principaux apports, donc on a une infra cloud Oracle unifiée, un nombre de serveurs qui a été réduit drastiquement de 100 serveurs à 16 serveurs. Alors, c'est pas terrible pour le coût Oracle, mais c'est bien pour nous. Simplification de l'administration de la solution et de l'infrastructure. Donc, on a simplifié énormément la chaîne d'accès à la donnée. Une maîtrise des coûts applicatifs avec 400 000 euros d'économie annuelle hein, au niveau des licences, 60% de réduction des coûts et de la dette technique et une réduction significative des coûts de MCO. En termes d'impact sur la productivité pour nos utilisateurs, donc on a 4000 utilisateurs bénéficiaires avec un accès sécurisé, un impact sur la charge utilisateur avec une réduction de 45 à 75 minutes par mois sur les tâches de reporting. Alors, c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas beaucoup à l'échelle d'un être humain, mais par rapport à nos utilisateurs, ça fait quand même 1500 à 2500 jours économisés annuellement sur l'entreprise. Donc, en termes de productivité, c'est énorme. Donc, on a un ROI exceptionnel. Hein, donc, on a été récompensé pour ce ROI hein, par un organisme externe hein, qui est le Nucleus Award Academy. Et en fait, on a un ROI de 320% qui a été calculé hein, sur les bases des chiffres qui ont été avancés sur cette présentation. Donc, ce qui fait une période de rentabilisation d'une année, 1 et grosso modo un bénéfice important. Ce que nous avons appris, alors je vous ai mis une petite citation hein, de nos utilisateurs, donc que je vais me faire un plaisir de vous lire. Hein. Donc avec OAC, nous avons transformé notre clôture mensuelle d'un processus stressant de 5 jours en une opération rationalisée de 3 jours. Donc pour eux, c'est énorme parce que effectivement, la période de clôture chez nous dure à peu près 3 semaines. Hein. C'est un process assez long, assez stressant sur lequel on se doit d'être sérieux et on doit donner des comptes. Hein. Je pense que vous connaissez tout ça, tous les gens qui ont vécu ce type de manip et d'action savent de quoi je parle. Donc en fait, on a eu une approche nous progressive et on continue hein, à améliorer notre approche et notre reporting. Hein. L'idée maintenant, c'est d'améliorer un peu l'interface utilisateur, le fait de faire des indicateurs un petit peu plus, on va dire, visuels. Donc ça, on travaille sur ce sujet-là avec quelques équipes d'Oracle sur le sujet. Une collaboration assez forte interne et externe hein, pour nous approprier la compétence et la connaissance sur les différents outils de l'écosystème Oracle OCI et un avantage concurrentiel durable avec une plateforme évolutive pour l'innovation continue. Je vais passer à un autre sujet, hein, donc un sujet complémentaire avec qui on a travaillé avec Audrey et puis les équipes d'Oracle, donc l'automatisation de l'enrichissement de la clé comptable avec Oracle Machine Learning. Donc, en termes de découverte, on voulait aussi, nous, côté SNCF, voir ce qu'on avait sur l'étagère OCI en termes d'outils. Et donc, naturellement, on s'est tourné vers les outils qu'Oracle proposait, notamment en termes de machine learning. Ce qui nous intéressait, c'était de trouver un cas d'usage chez nous. Et le cas d'usage, en fait, c'est d'enrichir, on a un certain nombre d'enrichir la clé comptable de facturation, hein, des factures qui arrivent en entrée chez nous. Et en fait, juste pour vous matérialiser la clé comptable, vous avez un exemple de clé comptable que nous, on utilise avec un axe organisationnel, un axe analytique, un axe projet, un axe partenaire. Et l'objectif de ce proof of concept, hein, c'était euh,
de compléter automatiquement, en fonction des données qui arrivaient en entrée de notre système, les données de la clé comptable, parce qu'il faut savoir que chez nous, on a certaines lignes de données comptables qui arrivent sans cette clé comptable et sans des éléments pour pouvoir imputer correctement ces factures dans notre comptabilité. Donc l'idée, c'était de se servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir compléter toutes les données sur cette clé. En termes de méthodologie d'implémentation, comment nous avons procédé? C'est simple, on a fait une analyse des données, hein, donc comme l'a expliqué Audrey beaucoup mieux que moi tout à l'heure. On a entraîné nos données, notre modèle avec Oracle Machine Learning, hein, et on a utilisé la fonctionnalité d'AutoML, hein, parce qu'on était assez novice, et donc Oracle, la plateforme permet d'appréhender, entre guillemets, facilement ce domaine en utilisant cette fonctionnalité, hein, qui est très bien faite. Et ça nous a permis de sélectionner, en fonction des résultats que nous avons obtenus et des calculs qui ont été faits, le modèle optimal pour chacun des axes sur lesquels nous avons appliqué ce modèle. Donc, en termes de premiers résultats, pour déterminer une entité comptable, nous avons eu un taux de réussite à 98%, donc ce qui est un taux de précision et de prédiction très correct. Hein, donc on a même été étonné du résultat, mais 98%, c'est quand même assez exceptionnel. En termes de compte comptable, on a une réussite à 72% dans une première passe, donc avec une performance également satisfaisante. Sur la division, qui est un autre axe de la clé, une performance à 70%. Et sur la responsabilité de gestion, on a encore des efforts à faire, mais c'était un premier jet, et donc on a un taux de réussite à 51%. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on arrive à faire apprendre un modèle, un modèle prédéfini qui est au niveau de la base de données, un certain nombre de choses en lui injectant nos données. Et donc, lui nous donne en retour le taux de réussite et le taux de confiance par rapport à la donnée qui nous est fournie en entrée. Les perspectives et prochaines étapes, donc c'est simple. On va continuer ce projet en interne avec l'utilisation de la base de données Oracle 23i, parce que les tests qu'on a fait, je ne l'ai pas précisé, mais ils ont été faits sur une base, une base Oracle 19. Donc on n'a pas pu bénéficier de la vectorisation dont parlait Audrey tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes les descriptions qui sont dans nos données comptables pour pouvoir vectoriser ces descriptions et avoir un meilleur taux de réussite et de prédiction. Définir des règles métiers plus précises, parce que on a besoin aussi d'orienter ou d'avoir un petit peu d'infos à ce sujet-là. Comment nos comptables, quand ils n'ont pas de données, comment eux déterminent comment alimenter cette clé comptable sans avoir d'infos. Une analyse plus approfondie de l'historique des factures que l'on a en magasin, parce que plus on a de données que l'on peut donner à manger au modèle, mieux c'est et mieux le modèle apprend. Et l'intégration de cette solution au niveau de l'ERP, donc soit avec un chatbot, soit avec des requêtes SQL. On l'a vu tout à l'heure, c'est assez simple de pouvoir appeler des modèles en mode SQL, sachant que les modèles sont dans la base, hein, ou par appel d'API en utilisant peut-être des applications Apex. Voilà, on peut faire tout un tas de choses qu'on a en magasin dans notre écosystème Oracle. Voilà, donc j'en ai fini. Donc, je vais repasser la main à Flavie pour les questions-réponses. Merci, merci à tous nos intervenants et encore un grand merci à toi, Patrice, pour ton retour d'expérience. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Avant de commencer, je voulais vous parler également de notre offre Cloud Free Tire, qui est un moyen simple de découvrir Oracle Cloud. Vous recevez 300 dollars de crédit pendant 30 jours pour tester tous les services et un ensemble d'outils Always Free que vous gardez gratuitement sans limite. Également Oracle Live Labs, qui offre un accès direct à des ateliers pratiques guidés permettant de se former de manière concrète au service Oracle Cloud. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans le chat ou à scanner les QR codes qui s'affichent à l'écran pour consulter les offres. Et Nicolas, je te passe la parole pour la session questions-réponses. Pardon, merci à tous les intervenants. Donc, j'ai déjà quelques petites questions, effectivement, pour les intervenants. Donc, j'ai une première question, je pense, pour Patrice sur la SNCF. La question, c'est avant de se lancer dans des projets aussi gigantesques de migration, comment est-ce que les coûts sont anticipés? Pardon, j'ai pas très bien entendu la question. Avant de se lancer dans des projets aussi gigantesques de migration, Oui. comment les coûts sont anticipés? Comment les coûts sont anticipés, c'est ça? C'est ça.
Oui, oui, alors nous, quand on a fait la migration de OAC vers OAC, enfin, on avait sur l'étagère un certain nombre de serveurs, hein, donc sous OCI, et donc en fait, sous OCI, on voit un peu les coûts au quotidien, hein, sur une partie FinOps, on a les coûts au quotidien de toutes les machines qui sont utilisées, et au-delà du coût machine, qui est, on va dire, presque négligeable par rapport au coût licence, c'est surtout les coûts licences que l'on a pu optimiser et on a pu faire cette évaluation avec une projection sur les années à venir. Et on a vu que de toute façon, sur les années à venir, on avait très peu d'évolution possible. Les systèmes étaient assez lourds à mettre en œuvre et ça nécessitait des équipes assez conséquentes derrière pour sortir de nouveaux indicateurs facilement. Donc, utiliser une chaîne complète pour pouvoir perdurer dans un système qui était de plus obsolète, ça nous occasionnait des coûts qui étaient exponentiels ou qui allaient devenir exponentiels au fil des années. Il se fallait qu'on trouve une solution. Et derrière, la solution au-delà du coût financier, c'était aussi d'apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, c'était de pouvoir dire, je mets à disposition la donnée le plus rapidement possible, je la mets à disposition le plus rapidement possible à nos utilisateurs. Donc pour évaluer ces coûts, assez simple, on a fait des projections budgétaires par rapport aux années précédentes et aux années à venir. On a eu aussi de la pression de la part des éditeurs qui nous vendaient les licences que leur coût allait exploser ou allait être multiplié par 3 ou 4, hein, ce que je n'ai pas forcément expliqué dans la présentation, mais on avait cette pression-là également parce que en fait, les logiciels qu'on utilisait étant obsolètes, pour les coûts de support et les coûts de maintenance côté éditeur, ben ça nécessite un peu plus de compétences et aussi de pouvoir maintenir des licences qui étaient enfin, qui étaient du support qui était sur des produits obsolètes. Donc, il fallait qu'on se débarrasse de ce genre de phénomène et de cette pression. Et pour s'alléger ce système, on a évalué effectivement le coût licence. C'est surtout le coût licence qui était important. C'est ce que j'expliquais. On a gagné à peu près 400 000 euros de coût licence par an, hein, ce qui n'est pas négligeable. Donc, en un an de temps, on s'est débarrassé de 400 000 euros de coûts licence supplémentaires. Et donc, sur une projection à 3-4 ans, ça nous fait 1 200 000 euros de gains. Donc, ce qui est assez important. Et au-delà de ça, ça nous a permis aussi de gagner des coûts en obsolescence et de gérer cette obsolescence chez nous pour se séparer de 84 serveurs au global qui alimentaient toute cette chaîne décisionnelle. Voilà. Merci. Intéressant, effectivement. J'ai une question peut-être pour Audrey. Peut-on faire du machine learning on-premise? Oui, tout à fait. Vous avez la possibilité, en effet, d'utiliser et l'API SQL et les API R et Python sur l'on-premise. Il y a juste une installation à faire de votre côté, contrairement à la version Autonomous qui est complètement gérée. Mais tout à fait, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité on-premise. Parfait. Alors j'ai une question peut-être pour Sabrina, oui. Existe-t-il des modèles de machine learning intégrés dans OAC et qui seraient prêts à l'emploi? Alors, oui, il y a bien des modèles qui sont intégrés dans OAC qu'on pourrait utiliser directement. En fait, il faut juste créer un data flow pour pouvoir donc soit les utiliser sur les données directement, soit pour les entraîner. Et bien sûr, ce qui est recommandé, c'est plutôt de décharger cette étape-là sur la base de données, comme on l'a vu avec Audrey. D'accord, merci. J'ai une autre question, alors peut-être pour Patrice, parce qu'elle a été posée à ce moment-là, mais bon, je ne sais pas si je vais vous la poser. On va voir si on peut y répondre. Qu'est-ce qu'un modèle sémantique par rapport au structurel? Oui, alors le modèle sémantique, il faut savoir que quand on a mis OAC, donc sur OAC, il y a des modèles qui sont préexistants quand on se connecte, quand on connecte OAC directement sur des technologies ERP SaaS d'Oracle, par exemple. Par contre, on a la possibilité de créer nos propres modèles sémantiques. Alors, un modèle sémantique, là, notre objectif, nous, c'était de connecter OAC à notre ERP, on va dire, existant depuis plus de 20 ans, qui est monté dans le cloud en 2020, qui est le ERP PeopleSoft. Donc, PeopleSoft, lui, ne propose pas ou n'a pas à disposition de modèles sémantiques dans OAC prédéfinis par Oracle, hein. Et donc, en fait, on a été obligé de créer, nous, avec notre connaissance métier, ses propres modèles d'accès à la donnée.
Donc, un modèle sémantique, ça peut être un modèle en étoile hein, qui s'appuie sur une table de données avec des tables de faits autour. Et donc, en fait, ça nous permet de designer euh, cet accès à la donnée de manière optimisée. Donc, c'est l'accès à la donnée de manière logique pour pouvoir accéder à la donnée de manière physique au travers des écrans et des reports. Merci. J'ai une autre question, peut-être également pour Audrey. Peut-on utiliser du GPU avec OML? Ah, merci, très bonne question. J'ai pas eu le temps d'aborder le point. En effet, vous pouvez utiliser du GPU, déléguer les traitements de certains packages sur du GPU. Alors la condition, c'est d'utiliser les notebooks. Je ne l'ai pas montré, mais on peut sélectionner l'exécution sur du CPU ou du GPU. Et puis de disposer d'un minimum de 16 eCPU pour la partie OML, comme je vous ai montré sur les slides de démo. Voilà. Merci. J'ai une autre La question. réponse est... Je vais en Ah, profiter. pardon. Ah, pardon. Donc, comment monitorer facilement les modèles dans OML? Ah oui, eh ben, pareil, très bonne question, merci beaucoup. Le monitoring des modèles, en effet, c'est une étape très importante puisque la dépréciation des modèles, ça peut occasionner pas mal de problématiques business. Ça se fait de manière complètement native et graphique dans Oracle Machine Learning. Donc, on a une interface qu'on spécifie et on peut scheduler comme ça un batch qui va permettre de scanner, en fait, d'exécuter le modèle sur un sous-ensemble de données et justement de mesurer la déviance du modèle au cours du temps et de recevoir des alertes en cas d'une déviance trop forte qu'on aura définie. Voilà, donc le monitoring des modèles se fait via une interface graphique extrêmement sympa à utiliser. Merci. Alors, j'ai une petite question également pour Sabrina, je pense. Hein, c'est peut-on choisir le LLM utilisé dans l'AI assistant évoqué? Je crois que c'était au niveau de AC, me Ah semble-t-il. oui, effectivement, c'est au niveau de l'OAC. Donc, au niveau de l'AI Assistant, en fait, ce qu'on a, c'est par défaut un LLM qui est embarqué, qui est utilisé. Mais il faut plutôt voir ça comme étant une boîte noire. Par contre, ce qui est aussi possible de faire, c'est d'utiliser un autre LLM. Donc, en ce moment, ce qu'on peut utiliser, c'est plutôt le GPT-4 Turbo d'OpenAI. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, ce qu'il faut faire juste après, c'est juste indexer ces données pour pouvoir utiliser l'AI Assistant pour générer des visualisations. Voilà. Merci. Alors, j'ai une autre question, je pense peut-être je pense pour Audrey. Est-ce qu'on prévoit d'utiliser le langage naturel pour tout ce qui est utilisation des API, des instructions du SQL sur OML? C'est-à-dire, ouais, la capacité à... Oui, bien sûr, bah, c'est déjà nativement présent en fait dans la base de données, cette fonctionnalité. Donc, D'accord. oui, tout à fait. D'accord. Merci. J'ai une autre question, alors je vais la poser, je sais, celui qui pourra répondre, c'est comment sont traitées les craintes de sortir des données d'entreprise, parfois sensibles, sur des clouds, donc des architectures mises en œuvre avec des partenaires tiers, par exemple Google, Azure, AWS. Donc, j'imagine que c'est pour des appels à des LLM. Tu peux répéter la question, Nicolas, s'il te plaît? Comment sont traitées les craintes de sortir des données Ah, d'entreprise, parfois sensibles sur du cloud, donc sous des architectures mises en œuvre par des partenaires tiers, hmm. Google, Nous, Azure, AWS. ouais. Nous, au sein de l'infrastructure Oracle, on a la capacité en fait d'intégrer d'appeler des LLM qui sont intégrés à notre plateforme. Donc, on n'a pas en effet de sortie de données. On peut également intégrer des données, des modèles au format Onyx qui sont un format natif d'échange de modèles qui s'exécuteront directement à proximité de la donnée. Donc, nous, en fait, avec le Cloud Oracle, on ne sort pas la donnée et donc on se prévient du danger, en fait, justement, en termes de sécurité, de sortie de la donnée. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, je pense que oui, moi ça me va bien. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour les questions, me semble-t-il. Je repasse la main à Flavie. Super. Alors, merci pour l'ensemble de vos questions sur cette session. Donc, rejoignez-nous demain pour la dernière session qui clôturera cette semaine sur le développement avec Apex dans des environnements low-code et avec l'assistant IA. Encore merci à tout le monde et merci à Patrice. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.